Pour caractériser la fin de la vie de la chaîne hercynienne, on doit montrer qu'il existe de l'anathexie puisque c'est ce qui caractérise la fin de toute orogenèse. Donc c'est pour ça qu'on parle de tardi-orogénique. Donc pour trouver les granites d'anathexie, dans la légende, ils sont marqués granitoïdes peralumineux. Donc ces granitoïdes riches en aluminium sont caractéristiques des granites d'anathexie. Parmi les granites d'anathexie, vous avez les leucogranites, mais vous avez aussi des granites qui sont juste riches en aluminium et qui ne sont pas particulièrement blancs. Donc on tiendra compte ici à la fois des leucogranites blancs et des granites peralumineux qui ne sont pas particulièrement blancs. Donc si on vous propose un granit de teinte globale blanche, donc vous devez le nommer en termes descriptifs, c'est un leucogranite, mais surtout vous devez pouvoir expliquer pourquoi cette couleur blanche vous permet de dire que ça vient de la fusion de la croûte continentale. Si vous avez une teneur blanche, ça veut dire que ici les minéraux, et en particulier les feldspaths, sont riches en silice. Et donc pour avoir des minéraux qui soient aussi riches en silice, eh bien, il faut que le matériau initial soit déjà siliceux parce qu'on ne peut pas atteindre ce degré de différenciation par différenciation ou par contamination. Et la seule possibilité, c'est de partir d'un magma initial qui est très acide et donc de partir directement d'une croûte continentale. Donc recherchez les différents endroits où vous pouvez voir des granites peralumineux. Donc nous recherchons ces granites d'anathexie. Donc vous voyez que c'est un motif que l'on repère relativement facilement. Donc c'est le motif avec soit des petits cercles, soit des petits traits. Mais je vous rappelle notre problème, c'est qu'il peut y en avoir qui sont liés à l'orogenèse cadomienne et nous ne souhaitons pas les étudier. Nous, a priori, on veut montrer qu'ils coexistent avec des phénomènes tardi-eurogéniques, donc plutôt à la limite à partir des granites nommés numéro 15 et a priori pas tellement avant. Donc ici, cet échantillon-là fonctionne, hein, ou celui-ci, puisque effectivement on est sur un granit numéro 15 avec ici les deux possibilités, donc soit leucogranite, soit granit peralumineux, mais pas forcément leuco, qui existe ici. Donc effectivement, on voit qu'on en a beaucoup lors de cette période, donc un petit peu avant 330 millions d'années. On en a qui sont nombreux. Vous en avez aussi un petit peu plus tard ici. Là, vous avez un granit numéro 16, qui est aussi un granit peralumineux. Donc effectivement, on peut arriver à en retrouver un certain nombre. Dans, dans cette partie, vous voyez qu'il y a aussi des granites nommés numéro 14 qui sont présents. Il y a des 16 aussi, mais c'est pas tellement ça sur que je veux attirer votre attention. C'est ici qu'il y en a numéro 14. En numéro 14, on est en plein milieu de l'orogénèse. La chaîne de montagne est en train de se former, donc ça paraît un peu curieux. Mais regardez bien où nous sommes. Nous sommes sur le cisaillement sud-armoricain. Et ça, c'est un grand cisaillement qui traverse toute la croûte et qui a apporté de l'eau pendant toute la formation de la chaîne de montagne. Donc même pendant la formation de la chaîne de montagne, le long de ces très grandes failles cisaillantes, il y a toujours eu de l'eau qui a circulé et qui a pu faire apparaître des granites d'anathexie. Nous retrouvons notre fameux granit 17 qui nous a permis de dater le jeu de cette faille, donc qui est ici, hein, et qui est effectivement un granit peralumineux et qui nous permet de dater le jeu de la faille. Vous vous méfierez par contre de tous les leucogranites que l'on trouve, le granit peralumineux, pardon, que l'on retrouve en très grande quantité dans la portion nord. Certes, le figuré est le bon, mais la période est une période cadomienne. Donc ces granites-là, tous ceux que l'on trouve dans ce secteur nord, montrent que la chaîne cadomienne est une chaîne de collision qui a fait de l'anathexie.
Alors qu'en est-il dans le Massif central? Donc dans le Massif central, vous voyez qu'on arrive à en retrouver un certain nombre. Elle a aussi période 14, donc a priori, il doit y avoir des apports d'eau à ce moment-là, et on en trouve beaucoup dans ce secteur. Et pareil, remarquez qu'on n'est pas loin de secteurs faillés, donc là, il se passe probablement la même chose que dans la zone sud-armoricaine. Par contre, plus tardif et beaucoup plus classique, vous avez tous les granites 17 qui sont ici. Aussi du granit 16, 18, pardon, un petit peu plus tardif, du granit 16 ici, on retrouve du 15. Donc en fait, énormément de granit peralumineux qui sont là depuis l'époque des granits 14 jusqu'au granit 18. Ils sont assez développés, assez fréquents à l'intérieur de cette structure. Alors ici, on en retrouve aussi. Vous voyez que les 17 sont des leucogranites au sens habituel du terme. Donc là, on en retrouve beaucoup. Donc finalement, on a beaucoup de leucogranite côté est, et puis on a beaucoup de granit peralumineux, pas particulièrement blanc, dans toute la partie un petit peu plus ouest du Massif central. Et donc de toute façon, tout ça signe la même histoire, c'est-à-dire qu'il y a eu de l'anatexie, soit assez tôt avec probablement des apports d'eau, soit beaucoup plus tard avec des apports d'eau plus modérés et qui signent une extension tardi-orogénique. Alors dans le fossé rhénan, dans les Vosges, parce que dans le fossé rhénan on voit pas grand-chose bien sûr, on retrouve le granit numéro 15 en tant que granit alumineux, donc caractéristique de cette zone de subduction. Et puis vous voyez que ça constitue une partie assez développée des Vosges, et puis ici un petit peu aussi de leucogranite qui est présent. Donc à nouveau, que ce soit dans les Vosges ou même dans la forêt noire, ce type de granit est quand même relativement facile à trouver. Donc ça, c'est ce que nous voulions montrer, à savoir que les granites d'anatexie sont très fréquents dans les massifs anciens, et c'est pour ça que l'on suppose qu'ils se forment actuellement ou qu'ils vont pas tarder à se former dans les Alpes. Dès que les Alpes vont se réétaler, on s'attend à ce qu'il y ait toute cette anatexie, même si bien sûr ce ne sera pas visible en surface, parce qu'il faudra ensuite beaucoup d'érosion et de remontée isostatique pour faire apparaître tous ces granites alumineux qui en fait existent à la base de la croûte dans les 30 km les plus profonds de la croûte. Dans notre recherche des différentes roches magmatiques, on a donc repéré par exemple ici un leucogranite, ici on repère un autre granit alumineux, et on voit que tout ça est entouré de roches métamorphiques. Donc quel lien est-ce qu'on peut faire entre les roches métamorphiques et ces granites d'anatexie? Alors si on prend ce figuré de métamorphisme-là, aucun. Ça, ce sont des roches parfaitement solides qui n'ont jamais fondu, donc elles n'ont strictement rien à voir avec le métamorphisme. Par contre, si vous prenez celle-ci, dont le figuré est une sorte de tilde, quand on regarde dans la légende ce que c'est ce figuré, elles sont notées migmatites. Donc là, je vois que j'ai juste à proximité des migmatites et des granites d'anatexie. Et c'est quelque chose de très fréquent, c'est encore plus marqué quand on va dans le Massif central, cette association presque systématique entre, d'un côté, comme ici par exemple, des migmatites et puis à côté, ou pas très loin, des granites alumineux. Donc on va essayer de comprendre l'association, pourquoi cette association est aussi fréquente, et on va faire un petit schéma. Reprécisons les liens qu'il y a entre métamorphisme, magmatisme et entre migmatite et granit alumineux. Donc partons du départ, nous avons une roche métamorphique, donc un gneiss ici. Ça pourrait être un schiste, mais on va ici vers un métamorphisme de plus haute pression, on va vers un gneiss. Son protolithe est soit une roche sédimentaire, et à ce moment-là, on a des lits clairs et des lits sombres qui sont relativement fins, soit une roche magmatique, et à ce moment-là, les lits clairs
sont souvent un petit peu plus épais avec des restes de gros minéraux qui sont en fait les minéraux d'orthose, souvent du granit qui lui a donné naissance. Donc là, moi, je parierais plutôt pour une roche orthodérivée, un gneiss orthodérivé provenant d'une roche magmatique à cause de l'épaisseur de cette couche. Et puis ici, il me semble reconnaître justement le vestige probablement d'un minéral d'orthose. Je vous rappelle que le contraire d'orthodérivé, c'est paradérivé. Une roche, si le protolithe est la roche sédimentaire, le gneiss est paradérivé. Si le protolithe est une roche magmatique, le gneiss est orthodérivé. Supposons que le métamorphisme augmente encore un petit peu plus. À ce moment-là, le gneiss se transforme en migmatite. Remarquez que s'il y a des lits clairs et des lits sombres sur le gneiss et sur la migmatite, ils ne s'ordonnent pas du tout de la même manière. Même si on parle de lits sombres ici au sein d'un gneiss, il reste des minéraux clairs au sein de ces lits sombres. Un lit sombre, c'est tout ça sur un gneiss. Donc il reste des minéraux clairs. Et inversement, il y a quelques minéraux sombres dans les minéraux clairs, mais c'est surtout l'aspect des minéraux sombres. Alors que regardez ici, c'est vraiment de la biotite pure qui fait des lits et qui fait des lits extrêmement fins. Et si on regarde ce qui se passe dans les lits clairs, donc ici, où vous avez ici un élément plus grossi, on s'aperçoit qu'on a quelque chose de très surprenant pour une roche métamorphique, à savoir que l'on voit ici des gros minéraux, et surtout, ces minéraux ne sont pas aplatis dans le sens de la schistosité tout à fait caractéristique de cette roche. Donc là, on a des plans de schistosité, et puis tout d'un coup, on a ici une zone parfaitement isotrope. Donc il serait extrêmement curieux que l'ensemble de cette zone ait totalement échappé à toute transformation minérale, alors qu'on est sur une roche aussi fondamentalement transformée. En fait, c'est pas ça du tout qu'il se passe. Ce que vous voyez ici, donc qu'on appelle la partie leucocrate, c'est en fait du résidu. La migmatite est en fait une roche résiduelle après fusion partielle. Cette roche forme quelques gouttes de magma qui peuvent se rejoindre simplement au cœur de la roche. Donc à ce moment-là, elles n'ont pas beaucoup migré et elles vont recristalliser, redonner ces poches de minéraux parfaitement isotropes. Si vous aviez reçu juste ce morceau-là en échantillon, vous n'auriez pas hésité un seul instant à y reconnaître un granit. Donc il n'y a pas de raison de changer d'analyse. Nous avons un morceau de granit au sein d'une roche et ça c'est caractéristique de la migmatite. C'est que tous les lits blancs que nous voyons ici, quand on les analyse de près, ça ressemble vraiment étonnamment à un leucogranite. Alors du coup, qu'est-ce que c'est qu'un leucogranite par rapport à une migmatite? Imaginez que ces petites gouttes de magma, au lieu de se rejoindre directement au cœur de la roche, migrent dans cette roche, migrent dans la croûte et finalement qu'il y a un très très grand nombre de ces gouttes de magma qui se rejoignent. Et bien à ce moment-là, quand elles vont recristalliser, elles vont donner une grande roche, voire carrément un massif, un pluton granitique. Ce pluton granitique sera extrêmement acide puisque on part d'une roche qui est une roche continentale. C'est cette roche continentale qui a donné des gneiss, qui a donné ensuite une migmatite, donc une roche très très riche en silice. Donc on va obtenir un granit extrêmement riche en silice, qui est le leucogranite. Donc finalement, quelle est la relation entre une migmatite et un leucogranite? La migmatite, c'est la roche résiduelle, le leucogranite, c'est en fait le magma qui a cristallisé.